Donc le dimanche de la Pentecôte, il y a donc 8 jours, le pape Léon XIV a publié une encyclique visant à notamment désarmer l'IA. Alors, avant d'aller plus loin, quelques mots sur ce qu'est une encyclique, sur quelques éléments de contenu de cette encyclique et sur pourquoi c'est un texte important pour nous aujourd'hui. Alors, une encyclique, c'est une lettre écrite par un évêque, historiquement, aux autres évêques et aux croyants. Le pape, le Saint-Père, est l'évêque de Rome. Donc c'est l'évêque en chef, si on peut dire. Et donc, un pape, il lui arrive de rédiger une lettre ouverte à la communauté des chrétiens et au reste du monde. Ça s'appelle donc une encyclique, mais, chose très intéressante aussi, c'est que l'encyclique a une valeur réglementaire dans la vie des chrétiens, c'est-à-dire que l'encyclique est une circulaire également, c'est-à-dire que l'encyclique est une lettre adressée aux chrétiens qui invoque les principes des Écritures pour leur donner une orientation ou une coloration particulière dans un contexte donné. Et l'encyclique à laquelle on pense le plus souvent quand on parle de celle de Léon XIV, que je vais évoquer plus en détail dans quelques instants, était celle de celui dont il s'inspire, Léon XIII, sur la doctrine sociale de l'Église, donc une encyclique qui, à la fin du XIXe siècle, avait pour vocation d'humaniser les relations de travail, d'humaniser le début de la société industrielle naissante et de également rappeler que l'Église avait vocation à s'occuper des pauvres dans le prolongement de ce que pouvaient faire les franciscains et les jésuites également en leur temps. Donc une encyclique, c'est pas un texte neutre, c'est pas une lubie que publie un Saint-Père ou un simple homme d'église. Non, une encyclique, c'est... Salut Clément, bonsoir Mirella. Une encyclique, donc c'est un texte théologique, sociétal, qui a vocation à être une sorte d'opérationnalisation contemporaine des principes des Écritures. Alors, que dit cette encyclique de Léon XIV ? Donc l'encyclique de Léon XIV, on a retenu surtout une chose, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qu'on a retenu surtout, c'est son appel à désarmer l'IA. C'est-à-dire à ce que l'IA ne soit pas utilisée à des fins militaires, à des fins létales, à des fins de surveillance de la population, à des fins de contrôle, de coercition, etc. etc. Ceci étant, on entend donc derrière cette idée de désarmer l'IA que tout ce qui a trait à la reconnaissance faciale, le contrôle par des caméras intelligentes, par exemple, comme c'était le cas lors des JO de Paris 2024, mais comme c'est aussi envisagé à titre expérimental au-delà des JO de 2024 en France, ou comme c'est fait en Chine de manière complètement généralisée et décomplexée, est un vrai problème. Mais ça veut dire aussi que la question de tout ce qui en lien avec l'intelligence artificielle et les machines est susceptible de porter atteinte à l'humain doit être pris avec énormément de prudence, voire être évité en tant que tel. Alors, ça veut dire quoi ? De manière très concrète. Ça veut dire qu'il y a un appel à humaniser l'IA et ses usages. Et dans cette humanisation, on a de manière implicite l'idée que l'IA doit être là pour œuvrer au bien
de l'humanité et non pas pour remplacer les hommes par des machines au motif que c'est plus productif. Ça, c'est donc une dimension importante, et il ressort aussi de ça l'idée que l'IA doit être au service des hommes, et ça ne doit pas être l'inverse, les hommes au service de l'IA. La machine, comme le métier à tisser en son temps, là je fais le métier à tisser ou la machine à vapeur, et là je fais référence quelque part à Léon XIII, le lointain antéprédécesseur de Léon XIV, devait être un outil facilitant le travail des hommes et ne devait en aucun cas être un outil d'asservissement. Et quand on pense au film Les temps modernes de Charlie Chaplin, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, que quelque part l'homme se retrouve au service complètement grotesque de la machine. Et Léon XIV attire notre attention aujourd'hui sur le fait que tout le progrès technologique, en l'occurrence l'IA, en l'occurrence le numérique, ne doit pas se faire au détriment de l'humanité. Et ça a un certain nombre de conséquences. La première étant, comme je vous disais, que c'est une mise en garde contre la tentation bien grande et réelle de remplacer, oui, Rerum Novarum, absolument Mirella, pour l'encyclique de Léon XIII. Il ne s'agit en aucun cas d'utiliser l'IA pour, remplacer des salariés, comme on a pu le voir dernièrement. Et si vous vous souvenez, en septembre, ça avait commencé avec Accenture, qui avait licencié 12 000 consultants dans le monde pour les remplacer par l'IA, à l'époque où l'IA n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui. Ensuite, on a aussi vu dernièrement que Meta et Microsoft allaient licencier près de 10% de leurs effectifs pour financer les investissements dans l'IA. On a vu également qu'un certain nombre de banques, je crois que c'était JP Morgan aux États-Unis, avaient aussi licencié massivement parce qu'elles avaient des agents d'IA qui leur permettaient finalement de faire le travail pour supposément moins cher que les salariés. Alors Mirella, vous nous dites, il attire l'attention sur une concentration du pouvoir dans les mains de quelques acteurs privés qui contrôlent les données. Oui, alors j'ai pas fini, mais il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Et donc, on avait cette mise en garde face à cette tentation, d'autant plus que si vous regardez n'importe où sur les réseaux sociaux, la plupart des posts qui parlent d'IA et d'IA professionnelle vous parlent de gains de productivité. Combien de temps vous passez à faire ceci, à faire cela, combien de temps vous coûte tel type de salarié, etc., etc. Donc l'environnement s'y prête particulièrement. Cette encyclique a aussi ceci d'important, qu'elle pose des garde-fous sur, la manière dont l'IA et l'homme, donc la machine et l'homme, peuvent interagir. C'est-à-dire que, même s'il ne le nomme pas, Léon XIV s'oppose à l'idée d'un plan de puce dans le cerveau pour augmenter les capacités cognitives des humains. Alors, ça peut paraître de la science-fiction. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, la première fois que j'en ai entendu parler de cette idée de puces qui seraient des implants cérébraux visant à améliorer les performances de l'homme, c'était de la science-fiction. Et aujourd'hui, on voit à la fois Elon Musk qui en rêve et qui l'annonce, et à la fois la Chine, alors pas le régime chinois, mais un certain nombre d'entreprises technologiques chinoises qui le font avec des personnes sur une base volontaire, c'est-à-dire qui acceptent de se faire implanter une puce dans le cerveau, de se faire une greffe de cerveau, on va dire, de cerveau externe,
pour améliorer leurs performances intellectuelles, leurs capacités cognitives, etc., etc. Là, on est clairement sur une démarche qui relève de l'apprenti sorcier. Alors l'apprenti sorcier, aussi bien Fantasia de Walt Disney, pour ceux qui s'en souviennent, que Frankenstein pour les plus littéraires. C'est-à-dire que là, on touche aux limites de l'humain, auquel on est susceptible de faire perdre son humanité si finalement il devient juste une sorte de grosse carte mère sur laquelle on peut brancher à peu près tous les composants électroniques qu'on veut. Et donc, quelque part, la spécificité de l'humain se perd. Et Léon XIV attire l'attention du monde là-dessus, sur ceci qui est un vrai sujet. Alors, pourquoi c'est important, finalement, un texte comme celui-ci, aujourd'hui, on peut se dire, bon, ok, c'est le pape, mais qui ça intéresse ? Qui ça intéresse ? Beaucoup plus de monde qu'on ne croit. C'est-à-dire que l'encyclique du pape s'adresse aux évêques et aux catholiques du monde entier, c'est-à-dire à peu près 1 milliard de personnes, mais le Saint-Père a tout de même une autorité théologique et morale au-delà de la seule Église catholique. Et c'est ça qui devient très fort. C'est-à-dire que l'encyclique du pape devient un texte de référence pour toutes les confessions du livre. C'est-à-dire que l'encyclique s'appuie sur les textes sacrés, pour beaucoup, alors sur l'Évangile, mais aussi, et je dirais probablement surtout, sur l'Ancien Testament, et donc la Genèse, grosso modo. Et l'Ancien Testament, c'est quoi ? L'Ancien Testament, c'est le texte sacré des Juifs, c'est la Torah. Et l'Ancien Testament, c'est quoi ? Eh bien, c'est le brouillon de ce qui est devenu le Coran. Donc, grosso modo, l'encyclique de Léon XIV ne laissera pas indifférent le monde chrétien au-delà du catholicisme, c'est-à-dire tous les protestants de tout poil, tous les évangélistes que l'on aime ou pas, le judaïsme, mais aussi les musulmans du monde entier ne peuvent qu'être sensibles à l'appel du pape à préserver l'humain dans la course à la technologie et dans le développement de l'IA. Ça veut dire que grosso modo, l'encyclique du pape s'adresse non pas à 1 milliard de catholiques, mais à facilement 3 ou 4 milliards d'individus sur la planète. L'encyclique s'adresse, et c'est là que ça devient aussi très intéressant, à un certain nombre de gouvernants en place qui sont de fervents croyants. Si on prend juste les États-Unis, J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump, qui s'est converti au catholicisme et qui est dans une forme de catholicisme très conservateur, ne peut pas, même s'il est en désaccord sur beaucoup de choses avec le pape, rejeter le principe d'une encyclique. Et on imagine alors qu'à un moment donné, des conversations d'ordre privé, très certainement assez animées, pourront avoir lieu entre les autorités politiques d'un certain nombre de pays, en l'occurrence J.D. Vance et peut-être son président de Donald Trump, avec Elon Musk et les géants de la tech, pour à un moment leur donner une sorte de cadre moral dans lequel opérer. Alors, là, certains d'entre vous pourraient sourire et se dire « ouais, il rêve là ». Donald Trump, J.D. Vance a donné un cadre même et moral de surcroît à Elon Musk, et puis quoi encore ? Non, je suis bien d'accord sur le fait que ça se produira probablement pas comme ça, mais il y a matière. Il y a matière à ce que la position de l'Église catholique soit une position qui aille bien au-delà de la seule Église catholique. Et c'est en ceci que cette encyclique est un texte, à mon avis, quand je dis mon avis, c'est pas que le mien, il est partagé par beaucoup d'autres, mais à mon avis est un texte fondateur
pour, on va dire, l'anthropologie contemporaine, l'anthropologie de la deuxième partie du XXIe siècle, notamment à l'heure de l'IA. Elle va venir ici apporter un certain nombre de limites éthiques et morales au déploiement de l'IA. Est-ce que ce sera suivi d'effets ? Non, pas complètement. On ne va pas se mentir. Mais on ne pourra pas non plus prétendre qu'on n'y avait pas pensé, qu'on n'avait pas été prévenu. Et là, le pape, Léon XIV, se fait le plus gros lanceur d'alerte qui soit, le plus gros influenceur qui soit au monde sur ce sujet de l'IA. Et c'est en ça qu'à mon avis, c'est particulièrement intéressant